Comment j'ai économisé 33 500 € en 2 ans? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toujours plus de vidéos où je vais t'expliquer comment faire des économies, comment mieux gérer ton budget. Alors cette vidéo, elle va être en plusieurs parties. J'ai pris des notes, comme tu peux le voir ici, pour ne rien oublier. Je vais vraiment te détailler étape par étape. Donc, je vais regarder mon petit papier. Au départ, ce que je vais t'expliquer, c'est mes principales sources de revenus. Ensuite, je vais t'expliquer mon organisation pour épargner. Et à la fin, je vais donner des astuces concrètes pour que toi aussi, tu puisses épargner encore plus. Alors, la première chose lorsqu'on veut épargner, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Alors moi, pendant longtemps, j'étais salarié, mais à côté de ça, j'ai créé mon entreprise. Donc moi, c'était vraiment mon objectif de créer une entreprise qui fonctionne. Et du coup, ce que j'ai fait, c'était que j'étais salarié. Donc je travaillais en tant que traffic manager pour un site e-commerce. Et à côté de ça, j'ai créé mon premier blog. Et donc, j'avais pendant près de 2 ans le revenu de mon salaire. Donc moi, je vivais uniquement avec mon salaire et tout l'argent que j'avais sur mon blog, je l'ai mis de côté. Donc ça m'a permis d'épargner plus. Également, à côté de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans 2 biens immobiliers. Donc ces biens immobiliers-là, c'était des colocations, donc je les ai toujours, et qui me rapportent à peu près entre 800 et 1000 € par mois. Et là, pareil, ce que j'ai fait, c'est comme moi, je vivais avec mon salaire, l'argent de l'immobilier, pareil, je l'ai mis de côté. Je ne l'ai pas touché parce que, encore une fois, on ne sait jamais, cet argent-là peut me servir pour justement faire des réparations dans le logement ou des moments où il y a des vacances locatives, etc. etc. Donc, tout cet argent-là, je l'ai mis de côté et je vivais uniquement avec mon salaire. Ça, c'est un truc qu'il faut faire. Lorsqu'on veut épargner, on a tendance à vouloir toujours réduire ses charges. Effectivement, je vais en parler après, c'est important de réduire ses charges, mais il faut également pouvoir avoir plusieurs sources de revenus, avoir des revenus qui vont te permettre d'épargner plus. Il y a 2 facteurs en fait pour l'épargne, c'est gagner plus et c'est réduire ses charges. Mais réduire ses charges, c'est limité parce qu'au bout d'un moment, une fois que tu l'as fait, le seul facteur, le seul levier que tu vas pouvoir actionner, c'est justement de gagner plus. Donc vraiment, concentre-toi sur cette partie-là, sur la partie multiplication de revenus pour justement pouvoir épargner plus. À ton échelle, si vraiment tu n'as pas envie de créer un business internet, tu peux faire par exemple du jobbing. Ça peut être aller aider à déménager des personnes sur des sites de jobbing. Ça peut être monter un meuble, ça peut être installer une cuisine, ça peut être faire de la plomberie, poser un carrelage, plein de choses manuelles que tu peux faire, et tu vas pouvoir proposer tes services en ligne. Donc maintenant qu'on a vu mes principales sources de revenus, on va voir comment je fais pour organiser mon épargne. Alors il faut savoir que il est conseillé d'épargner au minimum 10% de son épargne. Moi, ce que je fais, j'épargne le double, même voire plus, en fonction, vu que maintenant j'ai une entreprise et que les revenus ne sont pas toujours les mêmes, je ne gagne pas comme un salarié le même montant chaque mois, je vais épargner entre 20 et 30 à 40% de mes revenus. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois faire de manière mécanique, c'est-à-dire que tu dois épargner chaque mois au minimum 10%. Donc comment tu vas faire pour faire ça? Déjà, il faut que ton épargne elle soit inclue dans tes charges fixes. Il ne faut pas penser ton épargne comme une dépense, une simple dépense variable. Non, ton épargne, c'est une dépense fixe. Donc, il faut l'inclure dans tes charges. Pareil, il faut connaître toutes tes charges fixes sur le bout des doigts. Il faut savoir combien tu dépenses chaque mois pour ton loyer, vraiment toutes les dépenses fixes, l'assurance de la voiture, de la maison, ce genre de choses. Toutes les dépenses que tu as fixes, il faut les connaître sur le bout des doigts. Et par la suite, donc, ce que tu vas faire, c'est vraiment aller voir chaque poste de dépense et voir si tu peux abaisser ces postes-là. Typiquement, tout ce qui est opérateur mobile, par exemple, chaque année, ils offrent des réductions selon si tu vas chez tel ou tel opérateur, tu peux avoir des réductions. En changeant souvent d'opérateur, tu peux faire des réductions. Pareil, tout ce qui est assurance, tu vas pouvoir faire des comparaisons entre les différentes assurances pour payer le prix le moins cher. Tout ce qui est loyer, ce que tu vas faire également, c'est que tu vas essayer de payer le loyer le moins cher possible. Imaginons que tu aies par exemple chez toi 5 chambres et que tu en utilises par exemple que 3 ou 4, tu vas aller dans un logement moins cher et donc, dans un logement plus petit et donc moins cher pour payer moins cher
en loyer. Au niveau technique, pour pouvoir épargner sans effort, ce que je fais, c'est que je mets en place des virements automatiques. Donc là, ces virements automatiques, je les mets en place. On va dire, j'ai mon revenu qui tombe le 5 du mois. Elle arrive par exemple le 5 et donc le 6, je mets en place un virement automatique. Ce qui fait que moi, je n'ai pas besoin d'aller manuellement à chaque fois sur l'interface de ma banque pour pouvoir faire le virement. Le virement, il se fait automatiquement. Également, chose très importante et que moi, j'ai mis en place très rapidement, c'est d'avoir une épargne de précaution. Pourquoi l'épargne de précaution, c'est important? Parce que c'est ce qui va potentiellement te mettre à mal ton budget ou pas. Imaginons que tu dois sortir 1000, 2000, 3000 euros pour ta voiture ou parce que tu dois aller chez le dentiste ou ce genre de choses et que si tu n'as pas cet argent de côté, tu vas forcément piocher dans ton argent sur ton compte courant et ça va te mettre à mal, tu vas avoir un découvert, tu auras des frais, etc. Et après par la suite, ça va être un cercle vicieux où tu vas devoir rembourser mois après mois ce fameux découvert. Alors que là, quand tu as ton épargne de précaution, elle est vraiment là en cas de coup dur. Si tu arrives quoi que ce soit, si tu as le moindre souci, si par exemple tu es en chômage partiel, tu vas pouvoir avoir cette épargne de précaution qui est là et qui va t'aider justement en cas de coup dur. Et on considère que l'épargne de précaution, c'est entre 6 mois à 1 an de charge. Imaginons que tu aies par exemple 1500 euros de charge, et il va falloir que tu aies 9000 euros de charge au minimum pour avoir 6 mois de charge. Ça te permet de pouvoir voir venir pendant plusieurs mois. Il faut que ça soit uniquement les charges fixes. Bien évidemment, tu ne vas pas inclure tout ce qui est charges variables comme les loisirs, ce genre de choses. C'est vraiment les charges fixes que tu vas inclure dans cette épargne de précaution. Il faut que si tu n'as plus de rentrée d'argent pendant 6 mois, tu puisses vivre sans problème grâce à ton épargne de précaution. Mais on va le voir que par la suite, ça ne sert à rien de laisser ton épargne dans des livrets A, dans des LDD, parce que tu vas perdre de l'argent. Alors là, tu vas me dire, mais pourquoi tu vas perdre de l'argent puisque tu es en train d'en mettre de côté? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur des livrets A, typiquement, tu es à 0,5% d'intérêt. C'est-à-dire que ton argent travaille à 0,5%. Mais derrière, l'inflation, en moyenne, elle est à 2%. Ça veut dire que tu perds de l'argent en gros. Si tu ne connais pas le principe de l'inflation, c'est que chaque année, les prix, ils augmentent. Ce qui fait qu'un produit qui était à 100 euros, l'année d'après, il va se retrouver à 102 euros. Et toi, derrière, tu vas épargner à 0,5, donc tu es perdant. Donc, il va falloir par la suite épargner sur des rendements bien plus importants. Comme je te l'ai expliqué, moi, j'ai plusieurs placements, donc on peut considérer que l'immobilier, c'est un placement. J'ai la bourse que j'ai mis en place. Et ça, c'est des placements justement qui me permettent de placer mon argent à haut rendement. Donc, comme je te le disais, il faut également réduire toutes ces dépenses. Voilà, il faut faire du tri dans ces dépenses. Il faut que tu puisses faire un budget, établir un budget chaque mois, donc un budget prévisionnel. Donc, au début de chaque mois, tu dis voilà, mes dépenses en fonction de mes revenus. Et à la fin du mois, comparer entre le prévisionnel et ce que tu as vraiment dépensé. Et s'il y a une grosse différence, il faut vraiment voir ce qui ne va pas. Il faut que ton budget, il faut que tu sois au minimum à l'équilibre. Il ne faut pas que tu sois à moins. Si tu es à moins, c'est que tu dépenses trop. Et il faut voir là où tu vas trop dépenser. Donc ce que tu vas faire, c'est que par exemple, tu vas mettre sur un tableau Excel tes principales dépenses. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai un tableau Excel que je peux te partager qui est totalement gratuit. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo. Et avec ce tableau Excel, tu vas pouvoir lister toutes tes dépenses. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas trier tes dépenses par ordre décroissant. Et comme ça, tu vas voir vraiment toutes les dépenses les plus importantes au début et celles les moins importantes en bas. Et donc, tu vas faire du tri dans toutes les grosses dépenses. Comme le loyer. Bon, encore une fois, le loyer, je t'ai donné tout à l'heure des façons de faire. Ça peut être des dettes que tu as, des crédits consommation, etc., etc. Et du coup, ces crédits consommation, comment faire pour ne plus avoir cela en charge? Tu vas pouvoir potentiellement utiliser ton épargne de précaution. Parce que ton épargne de précaution, elle est là en cas de coup dur, mais elle est également là pour t'aider à mieux gérer ton budget. Donc, tu peux utiliser cette épargne de précaution-là pour rembourser ton crédit consommation et justement augmenter ta capacité d'épargne. Parce que plus tu vas réduire tes charges, plus ta capacité d'épargne va être importante. Donc, il faut éviter vraiment les mauvaises dettes. Tout ce qui est crédit pour la voiture, ça, c'est vraiment à éviter. Tout ce qui est crédit pour des biens de consommation type télévision
home cinéma, high-tech, ordinateur, etc., etc. Ça, c'est vraiment à proscrire. Si tu as justement cette épargne de précaution, tu vas pouvoir acheter tous ces biens-là cash. Voilà, moi, j'ai eu un souci avec mon ordinateur et comme j'avais de l'épargne de précaution, j'ai pu acheter un nouvel ordinateur cash sans avoir besoin de le payer en plusieurs fois avec des frais, etc., etc. Ça, c'est vraiment une notion très importante. C'est la base de ton épargne. C'est cette épargne de précaution là qui va te mettre à l'aise après par la suite pour épargner. Donc, pour comprendre le principe des mauvaises dettes et également des bonnes dettes, en fait, une mauvaise dette, c'est une dette qui te fait perdre de l'argent. Très clairement, quand tu achètes une voiture à crédit, tu sors du concessionnaire, la valeur de la voiture, elle a perdu au moins 20 ou 30%. Donc déjà, là, tu sais que c'est une mauvaise dette. Par contre, si tu achètes une voiture à crédit, mais que derrière, tu la loues et que ça te rapporte plus que les frais de ta voiture, là, c'est une bonne dette parce que tu gagnes de l'argent tout en ayant une dette. Pareil pour un bien immobilier, si tu investis dans un bien immobilier en investissement locatif et que derrière, ça te rapporte plus que les frais, là également, c'est une bonne dette. Mais par contre, si tu achètes des produits de consommation à crédit qui perdent de la valeur, type un iPhone, voilà, typiquement, tu achètes un iPhone, cet iPhone-là, il va décoter par la suite. Et toi, tu auras toujours le montant total à payer. Et donc, si tu le revendais à l'instant T, tu ne rembourserais même pas ton crédit. Et en plus de ça, il y a des frais exorbitants quand c'est des produits de consommation comme ça. Donc voilà, c'est vraiment faire le tri dans toutes ces dettes-là, vraiment enlever toutes ces dettes-là, rembourser tes crédits consommation avec ton épargne de précaution. Et par la suite, tu vas voir que tu vas pouvoir épargner bien plus. Pareil, pour pas trop dépenser au niveau shopping, au niveau consommation, il faut vraiment consommer quand on a vraiment besoin. Moi, ce que j'essaye de faire au quotidien, bien évidemment qu'on a tous des plaisirs, on a tous des envies, mais j'essaye de consommer intelligemment. J'ai une paire de chaussures qui s'abîme, je vais la jeter et je vais en acheter une autre. Mais je ne vais pas être dans l'accumulation. Fut un temps, c'était le cas, j'étais dans l'accumulation des chaussures, j'en achetais des millions et des millions. Maintenant, je vais remplacer. J'ai besoin d'un manteau, mon manteau est mort, je vais l'échanger pour un autre manteau. Voilà, j'essaye vraiment d'échanger. Je tourne avec quelques jeans, quelques jogging, etc., quelques shorts, mais je ne suis plus dans l'accumulation. Voilà, j'essaie vraiment de, je ne vais pas dire que je suis minimaliste parce que c'est pas vrai, mais de réduire mes achats aux achats les plus utiles. Donc je privilégie des achats où je sais que j'en ai vraiment besoin. Ce que tu peux faire lorsque tu veux acheter quelque chose, ce que tu vas faire, c'est que tu vas patienter. Tu vas attendre quelques jours et parfois tu vas te rendre compte que l'envie, elle est passée et que tu n'en as pas forcément spécialement besoin. Donc ça, c'est aussi bien de faire ça, c'est de prendre le temps avant d'acheter, de dire est-ce que j'en ai réellement besoin et tu vas voir que l'envie va te passer. Également au niveau organisation, pour mieux épargner, ce que je fais, c'est que je reçois donc ma rémunération, par exemple le 3, pour te donner les vrais chiffres, et le 5, j'ai tous mes prélèvements qui passent. C'est-à-dire que c'est soit des prélèvements automatiques, soit des virements automatiques que moi j'ai mis en place. Donc avec ma femme, on a un compte joint où il y a toutes les charges, et moi, à la date du 5, tout l'argent est envoyé dessus. Donc l'eau, le loyer, l'électricité, tout ça est envoyé directement à la date du 5. Peu importe les virements, quand est-ce qu'ils arrivent sur ce fameux compte, mais moi, je sais qu'à la date du 5, toutes mes charges sont payées, elles sont mises de côté. Donc je le fais même pour tout ce qui est courses. On a un budget course de 500 €. Donc moi, j'envoie 250 € sur ce compte-là chaque mois. Et à partir du 5, l'argent qui reste, c'est l'argent de mes loisirs. Mais je vais même encore plus loin parce que je fais ce que j'appelle la stratégie des deux comptes. Alors, qu'est-ce que c'est la stratégie des deux comptes? Tout simplement, ce que je fais, c'est que l'argent de mes loisirs, dans tout ce qui est shopping, etc., je le vire également sur un compte, mais cette fois-ci, un compte, une banque en ligne qui me coûte 0 frais. Donc, par exemple, j'ai un compte N26 et sur N26, donc la carte elle est totalement gratuite, le compte est totalement gratuit. Et sur ce compte-là, je vire l'argent. Par exemple, on va dire que j'ai un budget de 300 à 400 € par mois de loisirs. Des fois, ça peut varier, c'est un peu plus, c'est un peu moins. Ça dépend des périodes. Là, par exemple, pour les cadeaux de Noël, etc., c'est un peu moins. Mais en tous les cas, voilà, j'ai ce budget-là. Et donc, il est envoyé sur N26. Et pourquoi je fais ça? Parce que N26, ce genre de compte, c'est des cartes à débit. C'est-à-dire que quand je vais dépenser
à tel endroit, au restaurant, dans tel magasin de vêtements, je vais être débité directement. Je n'aurai pas de différé de paiement comme c'est le cas avec les cartes bleues classiques. Parce que les cartes bleues classiques, tu vas payer en ligne et tu vas attendre 7 à 10 jours pour avoir donc sur la trace sur ton compte. Là, lorsque je paye directement, j'ai l'argent qui est débité directement et j'ai mon solde en temps réel. Donc ça veut dire que je vois en temps réel où j'en suis. Et donc ça m'évite de dépenser de l'argent que je n'ai pas. Et surtout, en dernier, ce que je vais rajouter, c'est que ça, c'est une notion aussi également très très importante, c'est qu'il faut avoir un objectif d'épargne. Pendant très longtemps, j'ai voulu épargner pour épargner, parce qu'on me disait il faut épargner, parce que c'est bien d'épargner, parce que ci, parce que ça. Mais honnêtement, psychologiquement, si tu n'as pas d'objectif d'épargne, tu vas voir que ça va être beaucoup plus difficile d'épargner. Et ça, c'est une notion très importante, la notion d'objectif. Donc les objectifs, ça peut être tes prochaines vacances, ça peut être acheter une nouvelle voiture, ça peut être l'investissement pour la création d'une prochaine entreprise, ça peut être l'achat d'un bien immobilier locatif, ça peut être vraiment toutes ces choses-là. Mais c'est des choses qui vont te dire, ok, chaque jour, je sais pourquoi je travaille, je sais pourquoi j'épargne, parce que j'ai cet objectif-là. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé. Si tu as des questions sur les choses que je t'ai partagées, des points que tu n'as pas compris, n'hésite pas, il y a les commentaires qui sont là pour ça. Je réponds à tous les commentaires sans exception. Également, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider l'un de tes proches. Également, abonne-toi à la chaîne YouTube, clique sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!